Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce samedi 13 septembre. Canettes, plastiques, bouteilles. Ce matin, 92 bénévoles se sont mobilisés pour la deuxième édition du Paeato ou Oirema. Un nettoyage nécessaire mais surtout un constat récurrent et alarmant qui appelle à plus de responsabilité. Un élan de solidarité qui éclaire un avenir. À 16 ans, Son Reihere, non-voyant, reçoit du matériel adapté pour continuer ses études. Un soutien précieux qui lui ouvre la voie du secondaire. Une histoire à découvrir dans cette édition. Et ce soir, les jardins de la mairie de Pire-Air accueillent une soirée œcuménique en hommage aux personnes disparues par suicide. Un événement organisé par SOS Suicide Polynésie. Notre journaliste Thomas Chabrol est sur place. En selle pour le grand départ, le Tour Tahiti Nui s'élance demain. 579 km, 14 équipes dont 4 étrangères. Une semaine de course intense sur les routes de Tahiti et Moorea. Nous reviendrons sur cette épreuve avec Hervé Arcade, directeur technique de la Fédération tahitienne de cyclisme. À Paea, 92 bénévoles, petits et grands, ont retroussé leurs manches ce matin pour la deuxième édition du Paeato ou Oirema. Résultat, 853 kg de déchets ramassés. Une opération de nettoyage qui rappelle une fois encore l'ampleur du problème dans les vallées et au bord de mer. Un reportage de Thomas Chabrol. La routine pour cette éco-citoyenne, surnommée Mamie Propre dans son quartier à Paea. Théa continue inlassablement de ramasser des déchets en bord de route, et cela depuis 3 ans. Ce matin, elle n'est pas seule, 4 autres bénévoles sont venus dans ce secteur lui prêter main forte. Ce qui me motive, comme depuis que j'ai commencé à ramasser, c'est le souci de propreté de la commune, c'est la désolation de voir les déchets par terre. Mais je dois avouer que ça va un petit peu mieux. Dans ce quartier, ces riverains se retroussent les manches. Les déchets en tout genre jonchent le sol. Un terrain qui sert de point de rassemblement le soir et le week-end, selon les habitants. Aonui a 16 ans, il participe au nettoyage. Le jeune garçon dénonce ce manque de civisme. Juste un petit sentiment de tristesse. Hein. Si déjà ici, côté montagne, dans un quartier comme ça, il y a plein d'ordures, de saletés comme ça. Dans la mer, c'est peut-être la même chose, même pire. Hein. Canettes, bouteilles, briques de jus, tout est jeté là. Et pourtant, les bacs de tri existent bel et bien dans la commune. Entre incompréhension et colère, ses parents en appellent à la responsabilité des habitants. Ouais, pour moi, c'est désolant de voir ça. La mairie nous a mis à notre disposition les bacs gris et les bacs verts et on n'est pas encore capable de les mettre dans le bac. Donc il faut juste trier, c'est tout simple. Hein. Un petit geste simple, mettre dans la poubelle et c'est tout. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 313 kg de déchets récoltés du côté de Mara, 105 kg dans le secteur de Vaiatu ou près de 300 kg dans le secteur de Orofero. Des trucs, des poubelles, des canettes, des fourchettes, tout ce qui ne devrait pas être dans cet caniveau. Dans le fond de la vallée, ce sont les enfants qui enfilent des gants, accompagnés par cette référente du quartier. Ici, le constat est amer. Si devant les habitations, cela paraît propre, il reste toujours par endroits des dépôts sauvages. C'est encore plus énervant de voir que ce n'est pas les personnes qui ont jeté, c'est eux qui viennent les ramasser. Quoi. Là, la plupart qui sont venus, c'est que des enfants qui sont encore opprimés. Pour certains, ils sont au collège. Et je pense que c'est... D'un côté, c'est bien parce qu'ils apprennent à ne pas polluer et tout, mais d'un côté, c'est pas bien parce que ça ne responsabilise pas les personnes qui ont jeté le pays partout. Et le ramassage n'est pas sans risque pour ce groupe. Autour de ces carcasses de bus, en plus des canettes et autres plastiques, il y a de nombreux déchets métalliques et des batteries brûlées ou détériorées à quelques mètres des habitations. La préservation de l'environnement, un combat perpétuel. Ici, côté mer, sur le terrain Laguesse, où les rameurs se mettent à l'eau, les déchets sont jetés dans le sable à quelques mètres seulement du lagon. Son Reihere Ebs, un adolescent de 16 ans, refuse que la cécité freine son parcours scolaire. Grâce à un élan de solidarité lancé par les parents d'élèves de son collège, il vient de recevoir du matériel adapté pour la poursuite de ses études dans le secondaire. Reportage de Davidson Bennett.
Sun est aujourd'hui élève de seconde professionnelle gestion administrative de la logique et du transport au lycée Touyanou Le Gaïk de Papara. Depuis la rentrée, il bénéficie de plusieurs outils nécessaires à la poursuite de ses études. Un ordinateur portable, des oreillettes et surtout une plage braille, un clavier indispensable et adapté à la lecture et à la retranscription. Du matériel qui lui permet d'avancer avec assurance dans ses études. Pour avoir mon bac et aller sur Internet aussi. Voilà. L'élan de solidarité a été lancé au mois de mai par l'association des parents d'élèves du collège de Tewayuta, où il a obtenu son brevet des collèges. Plusieurs donateurs se sont naturellement greffés au projet de financement du matériel adéquat pour Sun. Le Lions Club, le comité organisateur des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027 et quelques particuliers. Cet élan de solidarité, c'était en fait pour avoir son matériel, on appelle la plage en braille, de faire des recherches sur Internet, il peut envoyer des messages, lire, écrire ses cours tout seul et être autonome. Prochaine étape pour Sun, le bac et pourquoi pas à des études supérieures à l'étranger. Le jeune homme rêve de devenir ingénieur en informatique. Culture, sport et prévention, la deuxième édition du Wharereira Aite Hautiratau a réuni ce matin au parc Veirei les enfants de 6 quartiers prioritaires de Fa'a'a. Avec 3 villages thématiques, le vent, la vie d'antan et les Tuaruma Ohi leur ont offert une journée riche en découvertes, en jeux et en traditions. L'hypnothérapie, une pratique qui trouve aujourd'hui un écho au Whenua et qui aide des familles à se relever après un drame, à surmonter une dépression ou à sortir d'une addiction. Sam Tainaore a rencontré un praticien qui collabore régulièrement avec SOS Suicide. Mais sinon, si je vois aussi autour de moi que tout le monde va bien, c'est qu'il n'y a que moi qui stresse, ça ne doit pas être quelque chose de naturel. Pauline souffre d'une phobie de l'avion. C'est son deuxième rendez-vous avec l'hypnothérapeute et elle pense être sur la voie de la guérison. À quel moment là dans l'avion tu as pu te sentir des fois un peu plus stressé ou angoissé? Pour faciliter le travail de l'hypnothérapeute, le patient doit avant tout lever ses appréhensions. Cela nécessite du temps et des discussions. Grâce à cela, les filtres diminuent, et ce qui est totalement humain d'avoir des filtres et de se dire voilà, je me protège un minimum. D'autant que l'hypnothérapie aujourd'hui, voilà, ça commence à prendre son essor, mais il y a encore quelques années, c'était pas très connu, malgré que ça existe depuis la nuit des temps. Et le fait que ce soit reconnu par la science, le fait que également il y a une cellule spéciale au Taoné, petit à petit les gens commencent finalement à plus facilement gommer ces filtres, effacer ces filtres. Depuis quelques mois, Yohan travaille avec la direction de la santé et le centre hospitalier de Taoné pour intervenir avec la cellule d'urgence médico-psychologique. Il est aussi de plus en plus sollicité par l'association SOS Suicide. J'ai déjà eu des personnes où j'ai dû partir en urgence pour éviter qu'ils mettent fin à leur vie. Donc là, je suis dans l'urgence et je dois raisonner la personne, l'emmener dans un état plus calme et gagner sa confiance. Et après, je transmet avec les pompiers ou le SAMU pour qu'ils puissent s'en occuper. Et il y a aussi de la prévention. Donc on se déplace avec SOS Suicide. J'ai des cas de figure malheureusement aussi où des personnes ont mis fin à leur vie et on suit la famille également. Tout ce qui est accompagnement, prévention est suivi. On est présent avec l'association SOS Suicide. Ce soir, les jardins de la mairie de Pirée accueillent justement une soirée œcuménique en hommage aux personnes disparues par suicide. Un rendez-vous porté par SOS Suicide dans la continuité de la journée internationale de prévention du 10 septembre. Notre journaliste Thomas Chabrol est sur place. Thomas, quel bilan peut-on dresser de ces journées de réflexion autour du suicide ? Bonsoir Mika, et en effet c'est une soirée placée sur la bienveillance qui a débuté ici dans les jardins de la mairie de Pirée. Alors actuellement il y a une minute de silence, 5 confessions religieuses sont actuellement réunies, accompagnées aussi des élèves, des internes du lycée Diadème qui suivent l'association depuis plusieurs années, justement à chaque rassemblement pour soutenir et pour chanter avec les confessions religieuses. Alors ce soir il y a des louanges, il y a des prières, il y a des messages de bienveillance.
Et tout simplement parce que cette soirée, elle vient clôturer 2 semaines de débats, d'informations, de sensibilisation à la prévention du suicide, un phénomène qui est en constante augmentation en Polynésie. Et l'association SOS Suicide nous disait qu'il y a un nouveau phénomène qui inquiète, c'est que de plus en plus de jeunes aussi, de tout âge, alors ça concerne tous les âges, mais de plus en plus de jeunes en souffrance psychologique contactent l'association, ou bien les parents contactent l'association parce que leur enfant a des pensées négatives. Autre phénomène qui inquiète l'association, ce sont les matayapo, des personnes âgées de plus de 80 ans, qui contactent eux-mêmes l'association lorsque la détresse psychologique a atteint vraiment un niveau difficilement supportable au sein de leur propre famille. Alors l'année dernière, l'association avec son accueil téléphonique, sa ligne d'écoute, elle a reçu 1500 appels et 650 personnes étaient en situation suicidaire. Alors ça inquiète et aujourd'hui l'association, ce qu'elle aimerait, c'est qu'il y ait plus de bénévoles et qu'il y ait encore des professionnels de santé qui viennent, qui accompagnent ces personnes en souffrance psychologique. Enfin, l'association a un autre souhait, ça serait que cette ligne téléphonique justement soit rattachée au futur pôle de santé mentale. Les prières, les chants vont continuer encore jusqu'à 20h à peu près pour avoir du soutien et puis pour penser aux personnes disparues. Thomas Chabrol et Tawhiti Tonia Moussan derrière la caméra. Direction l'île Sœur où s'est tenue hier la 3e édition du Forum des métiers. Les visiteurs, des personnes en quête d'un emploi, parmi lesquels beaucoup de jeunes, rencontrent avec Tihati qui rêve d'infanterie. Il a pu prendre des informations sur l'univers des forces armées. Reportage de Veitiari Gobré. Pas d'hésitation pour Tihati qui vise une carrière dans l'armée. Ce vendredi, à l'occasion du Forum des métiers à Moorea, le jeune homme est venu se renseigner pour pouvoir concrétiser son rêve d'intégrer un jour l'infanterie. Ce qui me plaît, c'est tous les équipements et c'est l'avenir, quoi. Quand j'étais petit, je regardais souvent des vidéos d'armée et je me suis dit que quand je vais grandir, je vais y aller dedans. C'est pour faire rayonner le régiment, le RIMAP de Polynésie, et c'est pour montrer à la population l'armement, les équipements qu'on a. Et après, tu vises et tu es prêt à tirer. Une méthode qui attire l'attention des jeunes et qui peut même devenir moteur pour leur motivation. Tout ce qu'ils m'ont dit, il faut avoir le mental, il faut faire du sport, il faut arrêter la cigarette. Ça m'a motivé. Pour y faire carrière ou par simple curiosité, de nombreux scolaires ont visité les stands de l'armée ou ceux des métiers de la sécurité. Le RIMAP est venu avec des reliques, voilà, des fusils en démonstration. Tout ce matériel et l'uniforme, que ce soit des pompiers, police municipale, les gendarmes, l'armée de l'air, de l'espace ou de la terre, leurs uniformes parlent pour eux. Donc du coup, les élèves sont attirés vers ces métiers. Pour beaucoup, le forum reste un moyen de réseauter. En 2024, il a généré 60 candidatures et 214 demandes de stage. C'est parti pour une grande semaine et un grand spectacle sur nos routes. Le 29e Tour de Tahiti Nui débute demain. 579 km à parcourir, plus de 50 coureurs, 14 équipes dont 4 étrangères. Premier coup de pédale à Hitia avec un contre-la-montre individuel. Et pour en parler, nous recevons Hervé Arcade, directeur technique de la Fédération tahitienne de cyclisme. Bonsoir Hervé. Voilà. Pouvez-vous nous confirmer le nombre exact d'équipes et de participants demain dimanche et quelle est la part de coureurs visiteurs pour cette course? Donc c'est vrai que cet après-midi on a fait la présentation des équipes, briefing au directeur sportif, donc on a 13 équipes au départ, à peu près 53 participants et c'est vrai que le Tour de Tahiti cycliste est aussi ouvert aux féminines, donc on commence à avoir des féminines qui s'inscrivent, donc pour le moment il y en a 2, mais on est en voie d'en avoir un peu plus au fil des jours. Côté sécurité, comment sécurisez-vous un tour sur les routes ici à Tahiti? C'est vrai que c'est pas évident, hein. La densité, on va dire, au niveau des automobilistes est quand même énorme, même si on sera en période de vacances. Donc on a fait appel à la BMO, hein, la brigade motorisée gendarmerie. Donc c'est vrai qu'ils ont 2 motards en amont de la course qui permettront d'ouvrir la course et de sécuriser la bulle. Et ensuite on a nos signaleurs, les fameux T-Max qu'on dit, donc à peu près une quinzaine de motards de la fédération qui seront présents et qui aussi seront juste en amont des différents groupes de pelotons pour permettre de sécuriser les compétiteurs. On sait que cet événement peut entraîner de la circulation sur nos routes. Comment comptez-vous sensibiliser nos conducteurs?
C'est vrai qu'on a commencé déjà à diffuser un peu sur les réseaux sociaux, nos propres réseaux sociaux, un petit peu la bande-annonce du tour. Maintenant, c'est une fête populaire, c'est une fête aussi touristique parce que ça permet aux équipes étrangères de découvrir l'île. Donc, on espère aussi qu'on aura une certaine tolérance des automobilistes. Il faut savoir que la bulle, on va dire, la bulle active des coureurs, ça dure à peu près 45 secondes, voire 1 minute, le temps du passage. Et on empruntera plusieurs routes. Donc, du coup, on ne va pas monopoliser et bloquer la circulation sur un temps donné. Ça sera vraiment sur 30 secondes et on partira sur d'autres communes. Et côté difficulté, quels sont les points sensibles déjà identifiés lors de cette course ? Il y en a pas mal, hein. Déjà, quand on fait la pratique du vélo, c'est déjà assez kamikaze. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu commencé le tour parce que cette année, on a décidé de rajouter notre petit Paris-Roubaix du côté de Montréal. On va emprunter le chemin des ananas si les conditions climatiques, bien sûr, le permettent, si la route est quand même en bon état, parce qu'on tient quand même à préserver l'intégrité physique de nos athlètes et surtout des étrangers. Donc voilà, on a panaché un petit peu, on a fait des arrivées sur le plat, des arrivées en haut de côte, comme le Tahara, comme le Belvédère de Montréal, comme la bosse de Hérima au niveau du cimetière. Donc voilà, mais après c'est vrai que la route sera toujours jonchée d'obstacles, le milieu, la circulation urbaine, les accotements, donc il faudra toujours être vigilant. Et le petit Paris-Roubaix, ce sera la cerise sur le gâteau. Et est-ce que selon vous, les Tahitiens peuvent-ils viser le maillot jaune et les victoires d'étape ? C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on attend une victoire tahitienne, hein, ça doit faire quasiment 5-6 ans, je crois bien. Maintenant, il y a une grosse opposition quand même avec les équipes étrangères, avec même des coureurs étrangers qui ont intégré aussi des équipes locales. Donc je pense qu'on ne sera pas loin du podium, mais ça ne sera pas si évident que ça avec les équipes invitées. Et donc justement avec les équipes extérieures, la métropole, la Nouvelle-Calédonie, les USA, est-ce que ça élève le niveau du plateau par rapport à 2024 ? Oui, là, cette année, on a vraiment de grosses forces en présence, on a vraiment des équipes mieux structurées, mais on a besoin de ça parce qu'il faut savoir quand même qu'on travaille déjà pour 2027. Hein, donc 2027, on a une grosse échéance, le cyclisme, on revient au niveau des Jeux du Pacifique. Donc pour pouvoir connaître un petit peu le degré, le niveau de nos athlètes, on a besoin de confrontations comme celle-ci. Donc moi, ça me permettra justement après le tour de faire un bilan et de voir un petit peu les forces et faiblesses, autant chez les femmes que chez les hommes, et on pourra travailler à ce moment-là pour 2027. Et enfin, où les spectateurs peuvent-ils suivre la course au plus près et en toute sécurité ? Bon, déjà sur le bas-côté des routes, hein, c'est-à-dire que quand on va passer, il suffit de s'arrêter, d'éteindre le contact de la voiture, descendre de la voiture, applaudir les compétiteurs. Ensuite, aux arrivées des étapes sur les bosses, ce sera plus facile de les voir passer plus calmement. Et puis après, sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur les réseaux TikTok et tout ce qui s'ensuit. Donc on essaiera de donner un live Facebook, entre guillemets, pour que tout le monde puisse être à l'écoute de l'arrivée et puis du cheminement de la course. Merci beaucoup Hervé Arcade d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Un combat qui s'annonce sans concession. Le 26 septembre, Julien Schlouch montera dans l'octogone du Zénith de Toulouse pour son 5e combat professionnel de MMA. Face à lui, un adversaire invaincu, prêt à défendre son territoire. Après 9 semaines de préparation intense, le guerrier du Fénois veut frapper fort et marquer les esprits en Europe. C'est un portrait signé Rouanoui Atouahiva. C'est le Zénith qui attend Julien Schlouch pour son retour dans l'octogone. Face à lui, un adversaire toulousain toujours invaincu qui combattra à domicile. Un défi de taille. Mon adversaire, il est invaincu aussi, il est 4-0 comme moi également, hein, en professionnel. C'est un gros morceau en face, il n'a jamais connu la défaite, il est très complet. Et mentalement, il est très dur aussi, il est très solide, il n'abandonne pas dans ses combats même quand il a de la difficulté. Et il a toujours eu des guerres dans ses combats, du coup c'est sûr le fight il sera super excitant. Un combat qui a nécessité des préparatifs, un déplacement anticipé, des entraînements intensifs et une alimentation stricte. Ce camp d'entraînement a demandé de nombreux sacrifices. C'est quelqu'un qui a la discipline et c'est la qualité number one, je dirais, dans le fight, hein, dans ce qu'on traverse. Il fait tous les jours, il est là tous les jours. C'est Mister Discipline, hein, c'est sa grande qualité. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est que c'est le number one pour moi. Hein. Pied, poing, sol, Julien n'a rien laissé au hasard. Au total, 9 semaines de préparation durant lesquelles chaque facette du combat a été minutieusement travaillée. Ouais, tout s'est bien passé, pas de pépins, pas de blessures. On a vu tous les aspects du combat, boxe, lutte, jiu-jitsu, muay thai. Ouais, on est prêt, même physiquement on est prêt. Mon but là, c'est de vraiment marquer les esprits en Europe, hein, et de me faire remarquer là-bas. Je ne veux pas juste une victoire serrée, hein, moi je veux un beau finish. À l'approche du jour J, Julien se dit prêt.
Déterminé, il compte bien faire briller le Fénois sous les projecteurs. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Waves avec West Leclé alias Tonton West, suivi d'un nouvel épisode de The Voice Kids avec les dernières auditions à l'aveugle. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous retrouve demain dès 18h30. On se quitte sur ces images de pêche au INA du côté de Mahaina, des images tournées ce matin par notre journaliste Tauhidi Tonyo Moussan.